village à côté, mieux équipé, ou celle du bourg-centre. Cet amendement a reçu le soutien du bureau de l'Association des maires ruraux de France, je tiens à le signaler. Et il propose un usage partagé des églises entre le culte et le propriétaire. En plus du culte, cela permettrait de rendre d'autres services à la population, par exemple en faisant une salle de réunion réservée à certaines activités, à des activités culturelles, à une médiathèque, à des activités éducatives. Je l'ai vu au Québec, je l'ai vu en Belgique où cette pratique est courante. Le chœur reste affecté et on le sépare de la nef par une cloison mobile, un dispositif propre, respectueux, un rideau. Ainsi, dans mon département, la commune de Panne demande l'utilisation de la sacristie pour en faire une salle associative. Ou encore, la communauté de communes de Mademoiselle demande que pendant les jours de canicule, les enfants des périscolaires puissent aller se rafraîchir dans une ou deux églises pour éviter des investissements coûteux. Alors, allez-vous me dire, la loi de 1905 donnant à l'affectataire la pleine jouissance, il a liberté de passer des conventions. Certes, mais force est de constater qu'il ne le fait que très peu, trop peu. Et depuis la dizaine d'années où je travaille le sujet, dans le calme, parce que c'est un sujet sensible, sur mon ancienne communauté de communes où nous avions 50 églises, je dois constater qu'il y a très peu d'avancées. Alors, nous proposons le même mécanisme consensuel et éprouvé que celui qui prévaut pour la désaffectation totale des églises dans l'article 13 et qui fonctionne bien avec un double niveau d'accord, celui bien évidemment de l'affectataire et du propriétaire, puis la signature d'un arrêté préfectoral. Ce dispositif serait réservé aux communes de moins de 3 500 habitants et l'arrêté prévoirait les éventuelles réparations en cas de difficulté, la répartition des parties de l'édifice concerné et les activités autorisées. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission, madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'avais promis une réponse circonstanciée, je vais donc vous donner une réponse circonstanciée qui aboutira malheureusement à un avis défavorable, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il me semble que le sujet n'est pas totalement mûr. Pour compléter d'ailleurs les discussions que nous avons pu avoir, donc le principe, je vous l'explique, c'est aujourd'hui une église, soit elle est attribuée au culte, et donc il faut qu'il y ait convention entre l'affectataire, donc qui gère le culte, et la commune pour y faire d'autres choses. Et ça se passe réellement beaucoup. Je peux vous parler de Lyon qui fait nombre de festivals dans ses églises, voire à la basilique de Vézelay, etc. Donc ce sont des choses qui sont... Mais y compris dans toutes les églises, et Vézelay, il y a 450 habitants à Vézelay, hein, donc je voulais vous préciser. Mais de la même façon, dans toutes les petites églises, et celle de Saint-Sauveur qui n'a pas de clocher, a malgré tout tous ses concerts. Donc ce sont des choses qui sont possibles. Le fait d'affecter partiellement et de dire, par exemple, le chœur reste consacré, et puis après, l'autre moitié, la nef, sert de salle, et on a un rideau ou une paroi amovible qu'on peut retirer. Tout se passe bien tant que le prêtre et le maire, en gros, s'entendent bien. Ils vont signer effectivement un contrat, mais puisque tout se passe bien et qu'ils s'entendent bien, ils peuvent donc signer la convention. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai voulu quand même consulter un peu plus. J'ai donc eu Michel Fournier, le président des maires ruraux, qui m'a dit « Oui, il faut qu'on réfléchisse, mais il faut peut-être réfléchir plutôt à faire en sorte que les évêques soient d'accord et poussent les prêtres à être d'accord pour pouvoir mettre à disposition ces églises, effectivement, quand c'est nécessaire et avec des activités qui leur conviennent. Et je pense que le fait d'accueillir des enfants en période de canicule ne doit pas être quelque chose qui doit être rejeté. De la même façon, j'ai également interrogé mon évêque. Alors en plus, il est 3 fois évêque parce qu'on a cette chose particulière d'avoir 2 cathédrales. Et en plus, la mission de France dans Lyon. Et alors, très clairement, c'était une fin de non-recevoir. Donc, en gros, le sujet n'est pas totalement mûr. Pour pouvoir signer ces conventions, me semble-t-il, ni vraiment du côté des évêques,
ni totalement du côté des maires, même si on pense qu'on peut avancer, notamment sur les conventions, et pousser à ce que dans chaque église, ces conventions soient facilitées pour pouvoir utiliser effectivement autrement que le jour du culte ces lieux. Donc voilà l'avis défavorable, mais nous avons parlé jeudi soir de retravailler notamment sur l'échéance des baux amphithéotiques qui allait arriver, et donc de ce travail à faire entre collectivités territoriales et cultes, avec ces 450 églises du chantier du Cardinal qui vont arriver dans l'escarcelle demain des communes. Peut-être que justement ce sera la bonne occasion de rajouter ce sujet de l'utilisation des lieux de culte et d'une utilisation partagée possible à ce moment-là. Donc pour l'instant défavorable, même si cette idée est de toute façon à creuser. Avis du gouvernement, même avis. Je mets aux voix le 433, Monsieur Jacquin. Ah, moi, ça m'est égal, hein. Je lèverai à 20h. D'avoir creusé le sujet. Je souhaitais qu'il y ait un échange sur cette question extrêmement sensible. Et votre proposition, qu'en même temps que les travaux qui devront se poursuivre autour des baux amphithéotiques administratifs, cette question soit envisagée, me semble intéressante. On a un problème surtout de manque de connaissance des élus, des possibilités qu'ils pourraient avoir des églises, parce que notre culture est ainsi faite. Je pense que avoir des utilisations partagées et respectueuses des deux lieux pourrait être d'un double bénéfice. Et je pense qu'effectivement, comme vous l'a dit Michel Fournier, il faut interroger les évêques, mais il faut aussi que les maires interrogent les ministres des cultes pour leur faire savoir cette possibilité. Alors votre évêque, votre triple évêque, je ne sais pas. Moi, je suis allé vers la conférence épiscopale de France, où je reconnais que dans le contexte, j'ai eu un avis plutôt réservé du secrétaire général, mais ça fait avancer les idées. Par contre, je vais vous citer une phrase de l'évêque de Nancy, qui est Monseigneur Papin, qui a dit lors d'un colloque que j'avais co-organisé, j'étais président de CAUE, je ne suis pas le seul à avoir lancé des travaux comme ça. Je souligne le rapport d'Hervé Moret en 2015 ici. En Charente-Maritime, il y a eu aussi des travaux, ou dans l'Orne. Et donc, l'évêque de Nancy disait ainsi « Vouloir maintenir sans discernement les très nombreuses églises communales sous le régime de la stricte affectation, alors que nous ne pourrons pas en avoir un usage convenable, c'est condamner à la ruine une grande partie du patrimoine religieux, car nombre de petites communes ne pourront pas ou ne voudront pas s'engager dans l'entretien d'un édifice aussi peu utilisé par les fidèles. » Et ce même évêque, dans le colloque que nous avons organisé en 2018, disait la chose suivante, c'est que quand bien même la pratique cultuelle reviendrait de manière forte, il n'est pas sûr que le patrimoine cultuel actuel serait adapté à cette pratique. Et peut-être qu'on en viendrait, dans 10 ans, 50 ans, à construire de nouvelles églises près des ronds-points, je ne sais pas, mais dans des lieux plus adaptés qu'à Dommartin-la-Chaussée, où, avec ses 40 habitants, il n'est pas sûr qu'elle retrouve une activité cultuelle régulière. Je tiens à vous remercier pour cet échange. Merci. Bon. Allez, donc je mets aux voix le 433 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Après l'article 30, toujours, Monsieur Reichardt, le 240... Ah, Monsieur Brisson. Ah non, Monsieur Reichardt, alors, mettez-vous d'accord, le 243. Ah ben non, Brisson. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est ici un amendement que je considère comme étant très important. Il a été réalisé à l'époque en aval d'une mission sénatoriale qui concernait l'islam de France. Et son objectif est d'éviter la pratique des imams autoproclamés et plus généralement des pseudo-prédicateurs qui, sous couvert de culte, diffusent des appels à la haine et à la violence et des messages contraires à la tolérance et au respect des valeurs républicaines. Cet amendement propose que les ministres chargés de l'exercice public d'un culte soient désormais amenés à justifier d'une qualification acquise au cours d'une formation spécifique qui leur assure une connaissance suffisante des principes civils et civiques ainsi que des rites de cette confession qui seraient dispensés et sanctionnés
par une instance représentative de ce culte. En effet, les aumôniers militaires, les aumôniers pénitentiaires et hospitaliers des différents cultes sont, eux, d'ores et déjà recrutés sur des critères incluant la possession d'un diplôme sanctionnant une formation civile et civique agréée et comprenant un tel enseignement sur les grandes valeurs de la République, sans que cette mesure ne soit considérée comme attentatoire à la liberté religieuse. En outre, le législateur, en ce qu'il est responsable de la police des cultes et qu'il octroie désormais aux associations cultuelles des avantages spécifiques, notamment d'ordre financier, est fondé à imposer, selon moi, que la formation et la qualification exigées des ministres des différents cultes soient organisées. Tel est l'objet de présent amendement. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Malheureusement, c'est un avis défavorable. Alors, notre collègue Richard, effectivement, parle d'un rapport, et il est vrai que un rapport sénatorial a pointé comme difficulté au niveau du culte musulman la formation des ministres du culte, dont on sait justement que ce ne sont pas vraiment des ministres du culte, mais pour autant, il y a malgré tout des imams qui sont payés par la communauté et dont on pourrait attendre qu'ils aient effectivement une formation. Mais la loi de 1905 s'impose à nous également dans le fait que nous ne finançons pas et nous n'intervenons pas dans l'organisation du culte, et donc pas plus dans la formation des ministres que l'on pourrait avoir. Et donc cela nous paraît, contrairement à vous, contraire justement à cette liberté de culte. Donc voilà, un avis défavorable. Avis du gouvernement. Même avis. Monsieur Richard. Merci Madame la rapporteure. En fait, si vous permettez, je vais faire un petit rappel historique. Je vous ai dit que cet amendement avait pris sa naissance dans le cadre d'un rapport fait à l'issue d'une mission sénatoriale. À l'époque, j'avais déposé, Monsieur le Ministre, une proposition de loi, qui était composée de deux parties. Une partie sur l'obligation faite aux associations, loi 1901, qui était cultuelle, d'aller obligatoirement vers le statut de la loi 1905. Et une deuxième partie qui concernait ça, l'obligation au ministre du culte d'être simplement qualifié, comme le font tous les autres ministres du culte. Il y a malheureusement que dans la religion musulmane que ça n'a pas lieu. On me disait, Madame la rapporteure, exactement ça il y a 3 ans. C'est la loi 1905, on ne peut rien changer. Je note que maintenant le projet de loi ici prévoit que les associations cultuelles soient obligées de prendre le statut de la loi 1905. Donc, j'avais raison 3 ans trop tôt. Et de la même façon, je prétends ici qu'un jour ou l'autre, vous serez amenés à exiger une formation aux principes fondamentaux civils et civiques pour les ministres du culte. J'ajouterai une chose, c'est qu'on m'a naturellement opposé aussi l'inconstitutionnalité. Je voudrais vraiment dire que bien entendu, comme toujours, lorsqu'il s'agit de concilier des exigences constitutionnelles ou conventionnelles, d'un côté la liberté religieuse et de l'autre côté la sauvegarde de l'ordre public, le juge, qu'il soit national ou européen, se livre à un exercice que l'on connaît tous. C'est un exercice qui s'appelle le contrôle de proportionnalité. Il s'agit de décider si les nouvelles dispositions législatives, celles-ci dont je vous parle, sont véritablement indispensables pour parvenir à l'objectif recherché, en l'espèce être certain simplement que les ministres des cultes sont qualifiés au regard des principes civils et civiques de la République. Compte tenu de l'absence de précédents significatifs tant de la part du Conseil constitutionnel que de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière, il est particulièrement délicat, disait un constitutionnel déjà il y a 3 ans, d'anticiper une quelconque réponse dans un sens ou dans l'autre. Alors, mes chers collègues, tentons le coup. C'est essentiel que nous ayons des ministres du culte dans cette religion qui soient qualifiés. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Chers collègues, il ne vous aura pas échappé que dans ce texte, nous n'obligeons absolument pas les associations de 1901 à être sous 1905, justement parce que la liberté d'association est constitutionnelle et s'impose. Et donc la seule chose qui est faite, c'est qu'il y a une transparence qui est demandée sur leur compte et notamment sur l'argent émanant de l'étranger. Mais en aucun cas on n'oblige, puisqu'il y a déjà eu d'autres propositions de loi d'ailleurs qui proposaient d'obliger toute association cultuelle à être sous la forme de 1905.
Et ce n'est pas ce que fait ce projet de loi, parce qu'il se serait effectivement confronté à une vraie difficulté en ne pouvant pas imposer ces associations à être sous 1905. On peut favoriser cette migration, mais en aucun cas l'imposer. Merci. Je mets aux voix l'amendement de Monsieur Lecomte. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce que vous proposez est clairement une disposition qui permettrait au législateur d'imposer directement quelque chose et s'immiscer dans l'organisation du culte. C'est tout à fait clair. Il me semble qu'au-delà de la discussion sur le plan constitutionnel de cette immixtion dans l'organisation du culte, c'est totalement en contradiction avec le principe que nous ne cessons de répéter, que l'État n'organise aucun culte et de la séparation de l'Église et de l'État. Bien, je mets aux voix cette fois le 243 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Mes chers collègues, je crains de devoir vous dire que nous lèverons à 20 h et que nous reprendrons à 21h30. Si, le rythme n'est pas suffisant. Il reste 25 amendements, plusieurs prises de parole, les explications de vote. Ça ne tiendra pas, donc on lèvera à 20 h et on reprendra à 21h30 pour que chacun puisse s'exprimer dans la joie et la bonne humeur. Donc après l'article 30, le 514 de M. Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'objectif de cet amendement est l'abrogation des dispositions de la législation locale sur les cultes et uniquement l'abrogation des législations locales sur les cultes. Il y a bien évidemment dans le droit local d'Alsace-Moselle des dispositions sociales qui sont très intéressantes et que nous aimerions voir étendues à l'ensemble du territoire national. Il a été question à plusieurs reprises ici dans cet hémicycle d'un sondage publié par un journal. J'aimerais en donner la totalité. Pour l'abrogation du Concordat, 78% des Français sont favorables. Pour l'abrogation du Concordat, 52% des Alsaciens et des Moselans sont favorables. Sur le financement du régime concordataire, 83% des Français considèrent que ce n'est pas normal. En Alsace-Moselle, 53% des habitants ne trouvent que ce n'est pas normal. Et ensuite, et ce qui est très intéressant, sur le principe d'un financement public des cultes, les Français de l'intérieur, comme vous dites, ils sont opposés à 67%, mais les Alsaciens et les Moselans, ils sont favorables. Ils sont favorables au financement du culte à 56%. Ce qui montre bien qu'il y a un rejet du Concordat dans sa forme actuelle. Et chers collègues, contrairement à la Guyane où le statut de l'ordonnance de 1828 leur a été imposé par la force sans que jamais les Guyanais donnent leur avis. Au contraire, et je tiens à le reconnaître, les Alsaciens et les Moselans, par leur représentation nationale et par 2 fois, en 1924 et en 1946, ont montré leur attachement au Concordat. Et je pense que ça nous oblige à un débat local qui doit avoir lieu en Alsace et en Moselle. Et je suis tout à fait d'accord, mais engager ce débat, parce que je pense qu'aujourd'hui, les choses doivent bouger. Et par exemple, les cultes chrétiens ont reconnu, dans un article du 17 mars 2004, qu'il fallait nécessairement ouvrir le Concordat à d'autres cultes, et notamment, ils prônent l'admission du culte musulman, je les cite, à la table de la République. Donc il est temps de réfléchir sur le Concordat. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je précise tout de suite que je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur cet amendement. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Défavorable, nous l'avons déjà dit pour les Outre-mer, il y a des équilibres. Vous le dites vous-même d'ailleurs, c'est aux Alsaciens mosellans de faire ce travail, donc défavorable. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Défavorable. Je suis donc saisi d'une demande de scrutin public. Monsieur Ouzoulias. Un petit mot, Monsieur le Président, si vous me le permettez, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans une tribune publiée par La Croix, à la suite de ce sondage, le 9 avril 2021,
La députée européenne et les trois députés du Bas-Rhin écrivent: la possibilité de financement public d'un lieu de culte a le mérite de créer les conditions pour une adhésion des cultes aux principes républicains. Permettez-moi de citer l'excellente étude de Hakim El-Karaoui et Benjamin Odaillé, qui vient de paraître, sur les militants du djihad. C'est une étude financée par l'Institut Montaigne, je pense que ça devrait vous satisfaire. En France, les 508 djihadistes, donc ceux qui ont basculé dans la lutte armée, pour lesquels la commune d'origine est connue, viennent de 150 villes différentes, mais principalement des grandes villes. Et par ordre, ils viennent principalement de Toulouse, Strasbourg, Nice et Paris. Ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'il n'y a pas de coïncidence entre les formes données à la gestion des cultes, voire même l'enseignement du religieux, et les actes djihadistes. Les actes djihadistes obéissent à d'autres logiques, et vous n'arriverez pas à contrer le djihadisme en changeant les formes du culte. C'est malheureusement ce que nous essayons de vous faire comprendre par rapport à cette loi. Les causes, elles sont liées, et l'étude le montre très bien. Il y a aujourd'hui 30 à 40 quartiers qui sont en situation très difficile, et d'où viennent l'essentiel des djihadistes. Si vous voulez combattre ce radicalisme, ce qu'il faut, c'est une politique de la ville. Ce qu'il faut, c'est intervenir dans les 30 à 40 quartiers qui aujourd'hui produisent l'essentiel de cette radicalisation, de ce radicalisme, de ce fanatisme. Et je pense que ça sera beaucoup plus efficace que de transformer le statut des cultes comme vous nous le proposez. Merci, Monsieur le Président. Allez, j'ai une série de demandes d'intervention, donc on commence. Monsieur Fernic. Oui, merci Monsieur le Président. Le groupe écologiste ne peut approuver une telle proposition expéditive d'abrogation qui toucherait près de 3 millions de nos concitoyens. Il n'y a pas eu de large débat, de vaste concertation sur la question. Et ce récent sondage a montré combien la confusion et les polémiques du jour chamboulent l'opinion sur ces questions. Je crois que ce sujet est trop lourd pour se positionner dans la précipitation, pour proposer peut-être des évolutions sans un travail approfondi d'écoute, d'analyse et de dialogue. D'où l'abstention de mon groupe. Pour ma part, comme élu d'Alsace, je voterai contre cet amendement avec 5 arguments. L'argument de compensation. Ce droit particulier est le fruit de déchirures. Cette différenciation est la compensation d'une rupture historique, comme le droit particulier de la Corse compense une disparité géographique. On ne peut pas plus effacer l'histoire qu'ignorer la géographie. L'argument européen. Si le régime des cultes reconnus déconcerte parfois les autres Français, il est largement partagé dans une Europe très familière de ce principe de reconnaissance des cultes institués. L'argument constitutionnel, le Conseil constitutionnel a tranché. Le droit des religions d'Alsace-Moselle est conforme à la Constitution, compatible avec le principe de laïcité. L'argument d'équilibre, la France, on l'a vu, soutient des aumôneries, accepte les droits particuliers des cultes outre-mer. Partout, elle concilie 2 principes républicains, la laïcité et la liberté religieuse. En Alsace-Moselle, l'équilibre est différent, mais tout aussi intelligent. Enfin, l'argument de la concorde. La pratique a évidemment bougé depuis Bonaparte. Nous n'en sommes plus au régime donnant la subvention d'État contre le contrôle politique des cultes. Nous avons un nouveau rapport entre les pouvoirs publics de plus en plus décentralisés et les cultes, acteurs de l'espace public par leur engagement social, caritatif, interreligieux, et cela participe à l'amélioration du vivre ensemble. Cet argument, d'ailleurs, incite au nom de l'égalité, peut-être à une évolution pour élargir progressivement le groupe des 4 cultes statutaires à l'islam, peut-être d'abord dans le domaine scolaire pour l'éveil culturel et religieux, ou encore pour la formation des ministres du culte dans le cadre universitaire local. Merci, Madame Schalck. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est sans hésitation en tant qu'élu d'Alsace que je voterai contre l'amendement du groupe communiste visant à supprimer d'un trait le régime concordataire en Alsace-Moselle. D'une part parce que je suis profondément attachée au régime spécifique des cultes en Alsace-Moselle. Je ne suis pas la seule. Le Conseil d'État dès 1925, les constituants de 1946 et de 1958, le Conseil constitutionnel en 2013 ont reconnu la pertinence du régime local et son inscription pleine et entière
dans l'histoire de notre République. Par ailleurs, une grande majorité d'Alsaciens et de Mosellans sont attachés au Concordat et ce n'est pas un sondage qui est à prendre en compte. Depuis 1801, date de la signature du Concordat par la France napoléonienne, le régime local des cultes a su traverser les siècles et fête désormais ses 220 ans d'existence. Il n'a rien de transitoire, comme l'indique d'ailleurs de manière erronée l'amendement qui nous est soumis. Je suis également contre cet amendement, car le régime local des cultes fait partie intégrante de l'identité alsacienne et mosellane. Il a d'ailleurs porté de beaux fruits, à commencer par 2 facultés de théologie, l'une catholique, l'autre protestante, qui contribuent au rayonnement de l'université de Strasbourg. Il a également su créer les conditions d'un équilibre et d'un dialogue apaisé, d'une harmonie qu'il ne faut en aucun cas rompre. Il permet le dialogue entre les religions et les pouvoirs publics. Il encourage le dialogue interreligieux, dont j'ai pu mesurer toute l'importance et la pertinence en tant qu'élu régional. Je voterai également contre cet amendement parce qu'ici, au Sénat, chambre des collectivités territoriales, nous savons et connaissons toute l'importance des spécificités locales. Notre pays est riche de ses territoires, de leur histoire, de leur culture, de leurs spécificités. Ce sont autant de spécificités qu'il ne faut pas abroger, qu'il ne faut pas craindre, mais bien au contraire qu'il nous faut protéger et consolider. Précisément, le système concordataire en Alsace-Moselle constitue l'une de ces spécificités empreintes de l'histoire si douloureuse et particulière de notre région. Mes chers collègues, il n'y a aucune opposition entre concordat et laïcité, bien au contraire. Il s'agit d'une précieuse complémentarité dans le total respect de l'article 1er de la Constitution, selon laquelle la France est une république laïque. Je vous remercie. Merci, Monsieur Richard. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Vous ne serez pas étonnés si le sénateur alsacien que je suis se déclare aussi totalement opposé à cet amendement. Il est effectivement indiqué dans l'exposé des motifs de cet amendement, je cite, que la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État doit être appliquée dans l'ensemble du territoire et donc que le régime concordataire d'Alsace-Moselle n'a pas sa place, c'est les termes, dans notre République laïque. Permettrait de dire que cette double affirmation est juridiquement fausse, ça vient d'être dit. Le Conseil constitutionnel, à tout le moins, a jugé que le droit local alsacien-mosellan, qui comporte le concordat, est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette double affirmation s'inscrit d'ailleurs pas non plus dans l'air du temps, si j'en crois les récentes prises de position du Conseil d'État qui reconnaît le droit à la différenciation, et je crois savoir que nous allons être saisis prochainement d'un projet de loi 4D, notamment un D comme différenciation, dont le Parlement espère être saisi un jour. Mais sur le fond, pourquoi faudrait-il supprimer, je m'adresse à Monsieur le Comte, pourquoi faudrait-il supprimer les dispositions concordataires en Alsace-Moselle, mes chers collègues, et tout particulièrement du CRCE? Le concordat est pour nous un cadre de réflexion et de relations claires qui facilite le dialogue entre les cultes et les pouvoirs publics. Faut-il vraiment laisser les cultes s'autogérer sans qu'aucune garantie puisse être exigée des pouvoirs publics? Faire comme si les cultes n'existaient pas, n'est-ce pas le meilleur moyen d'amener ces cultes à faire comme si la République n'existait pas? Je voudrais d'ailleurs juste répondre à M. Ouzoulias et lui dire que les Alsaciens moselans, même si effectivement ça s'est effrité à travers le temps, pour cause de subventionnement à une mosquée tout récente, sont très attachés à leur droit local, y incluant le concordat. Et en ce qui concerne le concordat seul, à la première question suivante de l'étude d'IFOP dont vous avez parlé, chers collègues, êtes-vous favorable ou opposé à ce que dans certains territoires français, les ministres des cultes et les édifices religieux y soient financés sur des fonds publics? 56% des Alsaciens moselans répondent qu'ils y sont favorables. 67% des Français disent qu'ils y sont défavorables. Chez nous, c'est juste l'inverse. Alors pour nous, mes chers collègues, la laïcité n'est pas une interdiction faite au monde politique de réfléchir avec les cultes aux choses spirituelles. Il faut s'opposer à cet amendement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kern. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Naturellement, en tant que sénateur alsacien, je me devais de prendre la parole, mais comme pour vous faire gagner du temps et que mes 3 collègues précédents ont développé tous les argumentaires, je dirais que je voterai contre cet amendement et que je me rallie à ces argumentaires.
Monsieur Hervé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Il fallait bien qu'un Français de l'intérieur prenne la parole pour lui aussi dire combien il est opposé à cet amendement. D'abord pour vous dire que si on reprend l'histoire, le concordat en soi n'est pas une faveur faite à l'Église ou aux églises protestantes ou encore au culte israélite. En aucun cas, le concordat de Bonaparte, c'est une manière de faire rentrer l'Église dans une organisation et de la contraindre. Quelque part, c'est une préfiguration de ce qui va se passer quelques années plus tard avec la loi de 1905. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que dans notre débat, pendant tout le texte, on a un paradoxe, c'est qu'on veut quand même, à bien des égards, mettre le nez dans les affaires religieuses, mettre le nez dans les affaires du culte. Et que si la laïcité telle qu'on l'exprime en France nous l'interdit, peut-être que le modèle concordataire est un modèle intéressant dans ce qu'il permet aussi d'avoir une relation de nature différente. Et moi, je trouve qu'il s'agisse des territoires d'outre-mer, comme qu'il s'agisse des 2 départements d'Alsace et de la Moselle, qu'on veuille gommer l'histoire, qu'on veuille gommer les spécificités locales, moi, ça me choque profondément. Et dans un pays qui proclame la laïcité, qu'il met dans les premiers articles de sa Constitution et qui arrive à trouver des modalités différenciées d'un territoire à l'autre, c'est quelque chose qui, moi, me séduit plutôt, et je trouve ça plutôt intéressant, plutôt qu'une volonté totalement unique, une vision unique sur l'ensemble du territoire. Et enfin, Monsieur le ministre, hier matin, j'ai écouté l'émission musulmane sur France 2 vers 9h du matin, et un chercheur expliquait que la France est sans doute le pays d'Europe où il y a la plus grande contradiction entre les principes invoqués et la réalité de terrain. Et j'en finirai par là, c'est qu'il y a pas mal de pays où le catholicisme, par exemple, ou la religion anglicane, pour parler de nos voisins britanniques, sont des religions d'État, mais dans lesquelles l'État intervient beaucoup moins que nous en France. Merci. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE et le groupe Les Républicains sur l'amendement 514. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable. L'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.